Fun fact sur Nila, elle vient du continent qui est tout à l'est là, en dessous de Camavor. Elle vient pas de Camavor, elle vient du continent en dessous. On les appelle les terres indépendantes. Et quand elle est arrivée à Bilgewater et elle était à la recherche des personnes qui avaient enfermé Viego, les sentinelles d'un point de vue général, parce qu'elle avait un message à leur faire passer. Et elle est tombée sur Graves dans une taverne, comme à son habitude. Elle lui a expliqué qu'il y avait une menace encore plus grande que Viego qui se profilait à l'horizon, parce que la brume de Viego, en plus de faire les ravages qu'elle a fait à travers le monde entier, il y a encore des séquelles à travers le monde, notamment à Zone, ça a commencé à réveiller d'anciens démons. Et son truc, Anila, elle est attachée au démon de la joie, à Ashlech, un démon primordial, donc elle sait de quoi elle parle. Et en gros, elle prévient Graves que les anciens démons sont en train de se réveiller, que cette brume noire les a mis dans une espèce de mode berserk, et qu'elle cherche du monde pour pouvoir les affronter quand ils vont se réveiller. Elle sait comment s'en débarrasser, apparemment. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, hein, mine de rien. Il faut pas oublier, dans son lore, on apprend qu'elle s'est battue contre un demi-dieu et l'a tué. Elle a tué la mère des dragons de son continent. On se rend pas compte en fait que Nila, elle est vraiment très 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 puissante. Et elle a peur de la menace, enfin elle a pas peur parce qu'elle peut pas ressentir la peur, mais elle prévient d'une menace énorme pour le monde qui devrait arriver. Et c'est potentiellement ça qu'on va retrouver dans le MMORPG. Si ça se trouve, ce sera genre le scénario principal de MMORPG. Avec le réveil des démons primordiaux, la clé de Fiddlesticks, Zoé qui vient nous demander de les aider, tout ça, ce serait énorme. Fun fact sur Renekton, l'arme qu'il possède, l'arme avec laquelle il se bat in-game et donc sur ses splash art on le voit aussi et donc du coup dans le lore, c'est pas une arme de transfiguré, c'est une lame, c'est la lame d'une hache. Lui il la tient directement du bout de la lame, mais en fait normalement il y a tout un manche qui est censé le tenir et c'était une hache, enfin, une vraie hache, une hallebarde en fait, c'était une hallebarde. Et en gros il a simplement pété la gueule de quelqu'un, il lui a cassé sa hache et il a récupéré la lame et il a continué de se battre avec. Il a bien aimé l'effet que ça faisait, du coup il l'a gardé. Dans le lore, il y a pas mal d'autres transfigurés qui ont des armes spécifiques, j'en parlais justement avant. Auroch qui avait sa lame éthérée, il y a Setaka qui était la reine guerrière des transfigurés, qui avait le Chalikar qui est maintenant l'arme de Sivir, et il y a plusieurs autres transfigurés qui avaient des armes qui ont un pouvoir cosmique. Atrox, évidemment, l'épée de Atrox, elle a la capacité de tuer des dieux, donc elle a un pouvoir cosmique à l'intérieur. Mais Renekton, pour le coup, lui, l'arme avec laquelle il se bat actuellement, n'a aucun pouvoir magique particulier. J'imagine que du temps de l'Empire de Shurima, il devait bien avoir une arme qui avait aussi un pouvoir cosmique, mais peut-être qu'il l'a perdu. Peut-être que maintenant c'est une relique cachée à travers Shurima et qu'on le retrouvera un jour. Ce serait très très classe. Alors, fun fact sur Anivia, parmi les demi-dieux du Freljord, c'est clairement Anivia la plus sympa. Quand les premiers humains sont arrivés au Freljord, elle les a accueillis avec bienveillance et elle les a même protégés. Elle les a aidés à traverser le climat froid du Freljord. Encore que à cette époque-là, c'était probablement pas aussi froid parce que pas longtemps après, en fait, il y a un roi conquérant qui est venu du sud avec pour ambition de conquérir le Freljord et pour protéger les personnes qui s'étaient installées dans ces terres à elle a déclenché une tempête qui a duré un siècle tout entier. À mon avis, après cette tempête de 100 ans, il y a de bonnes chances qu'il faisait bien plus froid et donc du coup que les gens du Freljord avaient besoin encore plus de son aide pour se protéger du climat. À part ça, Anivia, vraiment, elle a pour ambition un petit peu la même ambition que Ash, qui est de unir les peuples du Freljord et de les protéger et faire en sorte que tout soit content d'être heureux. Voilà. Un petit fun fact, rien que pour Yoka, meilleur Akali de France. À propos de Akali, forcément, les tatouages de Akali, elle les fait faire à Well. C'est ce village qui est là, le village de Well. C'est là où se passe également le festival des fleurs spirituelles. Et elle a un tatoueur spécifique qui lui fait ses tatouages. Elle ne va voir personne d'autre. Elle sait qu'il est compétent. Et le mec qui fait ces tatouages-là, ses pigments, il les fait venir de Vlonko. Ici. Et Vlonko, c'est le village où Xayah et Rakan se sont rencontrés. Et eux, ils ont un festival des fleurs, et c'est notamment des fleurs qui permettent de fabriquer des pigments particuliers. Et ces pigments particuliers, c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez bien sur le splash art de Akali, on voit que ces tatouages, ils sont genre brillants, ils brillent en fait. C'est parce que c'est des fleurs qui sont imprégnées un petit peu de magie spirituelle, qui viennent de Vlonko jusqu'à Well. Et il faut se dire que de là à là, ça c'est plusieurs centaines de kilomètres. Donc le mec, il fait importer ses fleurs sur plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir fabriquer ses pigments et faire ses tatouages. C'est vraiment genre top tier tatouage pour Akali. Voilà.
Fun fact sur Yone, de temps en temps, je vais sur les wikis des personnages pour me remémorer un petit peu leur lore et pour pouvoir vous offrir des fun facts qui sont assez intéressants. Et là, je viens de découvrir quelque chose parce que c'est pas dans les histoires. J'imagine que c'est dans les voice lines entre Yone et Lilia. Apparemment, Yone et Lilia se connaissent et se sont déjà rencontrés à un moment ou à un autre dans le lore. Probablement pendant qu'ils étaient en train d'aller vers le festival de la fleur spirituelle et il a juré de la protéger des Azakana et du démon des cauchemars pendant leur aventure. À la sortie de Yone, c'était implicitement mis en avant que la dynamique entre Yone et Lilia, ça reflète la même dynamique de maître et d'élève de Yasuo et Thalia. Parce que bon, Yasuo, Yone, il y a les deux frères et du coup Lilia ce serait l'élève de Yone tout comme Thalia c'était l'élève de Yasuo. On découvre un fun fact ensemble parce que ça c'est pas dans les histoires écrites. Ouais voilà, quand il la voit in-game, il dit ah ça me fait plaisir de te voir. Une autre voice line de Yone qui parle d'un endroit près de la mer où il aurait rencontré un esprit étrange qui marchait à quatre pattes et qui parlait des rêves. Et donc Lilia elle dit j'ai rencontré le plus étrange des humains dans ma forêt. Est-ce que vous pensez qu'il est encore là? J'ai encore son rêve. Donc même moi j'apprends des choses pendant mes fun facts. Fun fact sur Maokai, donc Maokai vient des îles obscures, ou plutôt des îles bénies parce qu'il est né là-bas. Et avec la ruine, il y a tous les êtres vivants des îles bénies qui se sont fait exterminer, qui sont devenus des ghouls et des spectres et tout ça. Mais pas Maokai. Maokai, lui, il a survécu. Et comment est-ce qu'il a survécu ? En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a plongé ses racines loin, loin sous la terre, jusqu'à ce qu'elles touchent les eaux de la vie, donc les eaux magiques qui étaient présentes sous Elia, donc sous la capitale des îles bénies, et qui étaient pleines de magie, qui regorgeaient de la magie de la rune tellurique qui était présente dans l'eau, au fond de cette espèce de lac où Viego, justement, il a plongé Isolde. Et en fait, ça lui a permis de résister aux effets de la ruine, qui était une grosse explosion qui a eu lieu au moment où il y a Viego qui est mort en se faisant planter par Isolde. Voilà. Donc il a survécu comme ça. Et maintenant, en fait, il en veut terriblement à la ruine. Et maintenant, il aimerait se débarrasser de Viego et faire revenir les îles obscures comme elles étaient avant. Alors, fun fact sur Kassadin, depuis que Kaesa, sa fille, elle est tombée dans un tunnel du Void, il cherche à empêcher la venue du néant et à se battre contre tous les néantins. Et pour ça, il a cherché toutes les armes possibles et imaginables qui puissent faire du mal aux néantins, qui puissent fermer les brèches vers le néant. Et quand on regarde son splash art, notamment, on voit qu'il a plein de différentes armes. Par exemple, il a un appareil respiratoire qui viendrait probablement de Zone. Il a des épaulières qui viennent certainement de Noxus. Il a vraiment été chercher des armes et des armures de partout à travers le monde pour être le mieux équipé possible pour se battre contre le néant. Ses meilleures armes, évidemment, ça reste son gantelet et sa lame. Ces deux artefacts appartenaient autrefois à des transfigurés. Il les a trouvés dans le tombeau de Nezuk, qui est le transfiguré qui a fabriqué le monolithe qui est devenu Malphite. Mais ils appartenaient normalement à Orok. Orok, c'était un transfiguré qui a fermé la grosse brèche qui a été ouverte en dessous de Hikatia. Et il a utilisé justement cette lame éthérée pour pouvoir la fermer. Et il a trouvé le gantelet et la lame dans le tombeau de Nezuk. Donc sensiblement, Nezuk aurait tué Orok avant de lui voler sa lame et son gantelet. Et c'est d'ailleurs Ezreal qui a le deuxième gant, le gant de gauche. Il y a une hypothèse que je trouve assez sympathique. Dans les cinématiques où il y a Ezreal qui ramasse la larme de la déesse, et après il y a tout plein de monstres du Void qui apparaissent. Et en fait, il y a une hypothèse comme quoi il y a des endroits comme ça où il y a des artefacts qui sont posés pour que la magie de ces artefacts bloque le néant et l'empêche de venir à Shurima. Et quand Ezreal enlève la larme de la déesse, en fait ça débloque tous les néantins et ils sont capables de ressortir après. Dans le tombeau de Nezuk, quand Kassadin il a pris sa lame et son gantelet et tout ça, il se serait passé la même chose. Et donc il y a des créatures du Void qui réapparaissent. Fun fact sur Mordekaiser, plus une explication de comment son ulti est canon à son lore. Quand Mordekaiser in-game, il balance son ulti, en fait il emmène l'âme de quelqu'un dans son royaume des morts. Et son royaume des morts, c'est un endroit qu'il a créé un peu de toutes pièces après avoir réussi à comprendre le langage des morts, le Oknun. Il a utilisé le Oknun pour parler à des mages nécromantiques et les manipuler pour qu'ils le ramènent à la vie. Et une fois qu'il avait été ramené à la vie, il les a tués, il a utilisé leurs âmes pour créer sa masse, Vesper, Nightfall en anglais, et il a commencé à explorer un maximum de connaissances sur la nécromancie, sur les royaumes des morts, et pièce par pièce, il a gagné le contrôle d'une poche du royaume spirituel qu'il a modulé à sa façon, qui s'appelle Mitna Raknun maintenant. Et quand il utilise son ulti, il ramène les gens
là-dedans, parce que du temps de son deuxième vivant, il était capable de passer de son royaume des morts au monde matériel. Mais maintenant, il a été banni grâce à une alliance entre Vladimir et le Blanc, qui l'ont banni, qui l'ont renvoyé dans son royaume pour plus qu'il puisse revenir dans le royaume matériel. Fun fact sur Gragas, malgré le fait qu'il n'a pas énormément de lore, Gragas, il a eu un petit passé de diplomate pour les Avarossans. En fait, Ashe, elle avait organisé un pourparler avec différentes tribus du Freljord pour les aider à faire la paix. Et comme il est assez fréquent entre les tribus du Freljord, ils s'entendaient pas bien, ils étaient sur le point de tous se foutre sur la gueule, de partir en grosse baston. Gragas, il est passé par là. Il a mis des beignets à tout le monde, en mode Obélix en fait. Obélix qui dit calmez-vous, il a tapé la tête de tout le monde, et puis après il leur a offert un bon coup à boire à tous pour se remettre sur pied, et une fois qu'ils s'étaient fait démolir par Gragas, puis qu'ils avaient bu un canon, ils ont réussi à tous ensemble se mettre d'accord sur le fait de rejoindre les Avarossans et de faire partie du clan de Ashe. C'est une façon comme une autre de faire la diplomatie. On tape d'abord, on discute ensuite. Par contre, Gragas ne fait pas forcément partie du clan des Avarossans. Il passait par là, il a quelques points avec lesquels il est d'accord avec Ashe, mais il fait pas partie du clan de Ashe, il fait pas non plus partie du clan de Sejuani, il est un petit peu indépendant, Gragas. Il se balade dans le Freljord à la recherche d'ingrédients et pour parfaire sa bière parfaite. Disons qu'il a le plus d'affinité avec le clan de Ashe, mais qu'il n'en fait pas forcément partie. Alors, fun fact sur le Blanc, c'est la chef de la Rose Noire. D'après les histoires dans le lore, la Rose Noire a gouverné Noxus depuis les ombres, depuis des siècles et des siècles. Et ils ont un pouvoir phénoménal. Mais il y a un truc, quand même, qu'il faut remarquer. C'est qu'à chaque fois, dans les biographies des champions, dans les histoires à propos du lore, on nous parle d'un échec de la Rose Noire. Rel, c'était une expérience ratée de la Rose Noire. Ils voulaient faire en sorte que Rel, ça devienne quelqu'un de surpuissant qui travaillerait pour eux. Annie, elle s'est retrouvée avec un ancien lieutenant de Mordekaiser à l'intérieur d'elle. La Rose Noire a voulu récupérer Annie pour faire d'elle une autre arme. Ça non plus, ça n'a pas marché. Elle a brûlé le conservatoire Corbeladon. Et maintenant, avec la sortie de Briard, il y a eu un petit leak sur les premières phrases de son lore où on apprend que ce serait une expérience ratée de la Rose Noire. Encore une fois. Donc moi, je me demande, qu'est-ce que la Rose Noire a réussi dans leur existence, en fait? Genre, c'est une vaste blague au final, parce que à chaque fois, la Rose Noire, la Rose Noire, la Rose Noire, on n'entend que parler de leurs échecs et jamais de leur réussite. Même aussi dans le livre Garen Premier Bouclier, la Rose Noire, le Blanc, a essayé de mener une attaque surprise sur Demacia et ils sont fait éclater sur un pont par le détachement Hardy et Garen et Citria et Queen. À chaque fois, dans le lore, la Rose Noire échoue. Et je me demande quand est-ce que on va apprendre quelque chose que la Rose Noire a réussi? C'est des gros nazes en fait. La Rose Noire ne fait que se planter. Ceux qui chopent la blague, vous êtes bons.